Donc, le professeur Descamps, qui est agrégé des facultés de droit, professeur des universités à Paris 2, Assas, et surtout une grande figure du master, du double master histoire-droit, hein, puisqu'il a dû gérer ce double master pendant quelques années. Merci beaucoup, professeur Descamps, pour votre exposé. J'y merci beaucoup après. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs les présidents, messieurs les doyens, monsieur le maire adjoint, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, on va mettre les pieds sur le granit. Je vous invite effectivement à découvrir le destin du Code civil, une des masses de granit qui a été évoquée par mon collègue via le professeur Descott, Yves Godmet, que je remercie infiniment, ainsi que Thierry Lenz, pour cette invitation à intervenir pour les 10 ans de la chaire Napoléon. Chacun se souvient, bien évidemment, de cette phrase soufflée par l'empereur à Montholon, que vous pouvez lire au tableau. « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. » Ce Code civil qu'il a voulu comme l'une des masses de granit dont le but était de stabiliser une France formée, je cite, de poussière de grains de sable, fermez les guillemets, selon Jean Tullard, dans son Napoléon, Les grands moments d'un destin, va réaliser ce que nombre de rois ont souhaité atteindre, c'est-à-dire l'unité et l'indivisibilité de l'État en France par la simplification de l'ancien droit. Le premier code souhaité par le premier consul est le Code civil. Les vicissitudes qu'évoque le titre de mon exposé ont commencé dès son élaboration. En effet, par un arrêté d'août 1800, le premier consul a nommé une commission de 4 rédacteurs qui sont généralement bien connus des juristes. Vous avez le portrait de Jean-Étienne Portalis, mais il n'était pas seul. François Denis Tronchet, Félix Julien, Jean Bigot Préameneux, ou Bigot de Préameneux, et puis Jacques Malvine. Chacun n'a pas été choisi par hasard. Avocat formé sous l'Ancien Régime, il représente les principales traditions juridiques qui caractérisaient le pluralisme juridique de l'ancienne France. 2 d'entre eux représentent en effet les pays de droit écrit et les 2 autres, les pays dits de coutume. Vous vous souvenez que la France est coupée en 2, une ligne entre Bordeaux et Lyon, au sud, les pays de droit écrit influencés par le droit romain, au nord, les pays dits de coutume. Le premier consul leur avait donné moins de 3 mois pour établir ce projet. Ils vont travailler très vite et la commission va rendre sa copie entre novembre et décembre 1800, 2281 articles, avec immédiatement une divergence de conception qui divise la commission entre 2 camps. D'un côté, Portalis, auteur d'un premier projet qui deviendra le titre préliminaire du Code civil, fortement empreint de la pensée de Montesquieu et qui affirme l'existence d'un droit universel et immuable, qualifié de raison naturelle en tant qu'elle gouverne les hommes. D'un autre côté, position contraire des assemblées, le tribunal et le corps législatif, qui rejettent tout simplement le texte. En effet, ces assemblées défendent une conception plus simple du droit en évitant les définitions théoriques qui peuvent être source de discussion. On reproche en général au projet de Portalis d'être trop proche de l'ancien droit. Alors le premier consul est contraint de modifier la procédure en raison de l'opposition du tribunal qui est composée d'un certain nombre d'idéologues qui vont s'opposer au premier consul pour des raisons totalement politiques et de calcul politique. Et c'est la raison pour laquelle la procédure va être modifiée. Vous l'avez au tableau, je ne vais pas la reprendre dans l'ordre, elle est complexe. Mais vous voyez, je dirais la procédure est très longue. Ce qu'il a créé à raison de cette opposition du tribunal à travers les idéologues, eh bien, c'est de créer une petite commission de 50 tribuns qui vont recevoir les textes avant les autres dans une commission officieuse qui pourra seule débattre de ces projets. Alors la procédure d'adoption, dont toute la complexité et la richesse transparaît dans les recueils Fenet des travaux préparatoires du Code civil, peut reprendre et débute par l'envoi du projet au tribunal de cassation et aux tribunaux d'appel. Fort de ces observations, qui remontent assez rapidement, là aussi on leur laisse très peu de temps, il est adressé ensuite au Conseil d'État, puis aux chambres, le corps législatif et le tribunal. À chaque étape, un exposé des motifs est présenté pour chaque loi portant sur des sujets différents.
Le Conseil d'État est ensuite saisi, et c'est en son sein que les débats se font les plus nombreux et les plus fournis. 107 séances au Conseil d'État, dont 55 présidées par Bonaparte. Pour faire un parallèle, puisque Romain Tréchot a évoqué l'article de ma collègue Anne-Dominique de Reverso pour le Code de commerce, il y a eu un peu moins de séances, il n'a assisté qu'à 3 séances. Il n'a pas du tout la même attitude par rapport au Code de commerce. Il n'aime pas du tout les marchands, ces filous qui passent leur temps à essayer d'avoir les autres. Il est intervenu en effet sur certains sujets très précis qui l'intéressaient, l'adoption, le divorce, le respect de l'autorité. Et ce qui ressort du recueil Fenet, c'est surtout la contrainte qu'il a essayé d'imprégner, parce que, bien évidemment, cette première victoire le convainc de la nécessité d'aboutir à une codification rapidement. Pourtant, cela va prendre 4 ans. 36 titres ont été discutés, puis votés et promulgués comme loi tout au long de la procédure entre mars 1803 et mars 1804. Ces lois vont être réunies en un Code civil des Français par la loi du 21 mars 1804, date assez particulière puisque dans la même journée, on a ce Code civil qui va être une nouvelle société, un nouvel état pour la société, et dans la nuit, vous le savez, dans les douves du château de Vincennes, sans autre forme de procès, un petit procès expéditif, l'assassinat du duc d'Enghien. L'exécution du duc d'Enghien, tout à fait, c'est pas la même chose. Alors, ce qui est intéressant de relever, c'est que l'empereur a réussi là où d'autres ont échoué. En effet, la monarchie, depuis très longtemps, avait l'envie d'une codification. C'est une idée qui remonte à Louis XI, c'est vous dire. Les régimes révolutionnaires vont essayer d'emboîter le pas lorsque la révolution interviendra. Cambacérès, qu'on a évoqué à l'instant, 3 projets qui ne vont pas aboutir, mais qui seront un élément de doctrine intéressant pour préparer le Code civil. La structure du Code est inspirée des instituts de Justinien, donc ce monument du droit romain, un des éléments de la composition de Justinien du VIe siècle de notre ère, divisé, que Justinien institute donc est un manuel d'enseignement pour les étudiants, divisé en 3 livres, les personnes, les choses et les actions. Là, les 2281 articles du Code civil sont répartis un peu différemment. Il y a un titre préliminaire, un livre 1 intitulé « Des personnes », un livre 2 concernant des biens et des différentes modifications de la propriété, un livre 3 des différentes manières dont on acquiert la propriété. C'est un code de propriétaire, il ne faut pas se mentir. Chaque livre est divisé en chapitres, titres, sections et articles, et l'empereur est tellement attaché à son code que, par un décret du 3 novembre 1807, il lui donnera son nom, qui deviendra le Code Napoléon. Alors, quel destin a donc connu le Code civil, cette masse de granit importante, à partir de son adoption? La qualité de l'œuvre, mais aussi la volonté politique de Napoléon, vont conduire à considérer le Code civil comme un modèle de codification à appliquer, mais bien évidemment, avec l'usure du temps, le passage du temps, c'est aussi un modèle de codification à réviser. Vous avez là, comme un juriste traditionnel, un plan en 2 parties qui sera divisé en 2 sous-parties. Alors, le Code civil est un modèle à appliquer. 2 idées. D'abord, il y a des raisons qui justifient qu'on puisse l'utiliser et le mettre en œuvre. Et puis, il y a des modalités qui vont varier. D'abord, voyons les raisons d'un modèle applicable. Comme le soulignait le grand juriste Jean Carbonnier dans sa notice sur le Code civil dans les lieux de mémoire, publiée en 1986 sous la direction de Pierre Nora, le Code civil est le gardien d'une mémoire, thésaurisant des textes anciens. Il est le Code par excellence. Il est le Code par excellence parce qu'il se distingue par de nombreuses qualités, qui expliquent qu'il était un modèle de codification que l'on pouvait reprendre. Première qualité, il est une œuvre de compromis. Transaction entre l'ancien droit, le droit révolutionnaire, entre les coutumes et le droit romain. Seconde qualité, il se distingue par la clarté de son style, sa concision, sa rigueur. Troisième qualité, il est conservateur, ce qui peut paraître pour nous aujourd'hui, surtout que tout ce qui est nouveau est intéressant, mais à l'époque, c'était avec beaucoup plus de mesures. Vous savez que pendant longtemps, les mentalités étaient attachées à la tradition. Tout ce qui était nouveau était mauvais. Alors, bien sûr, avec l'idée de progrès qui monte en puissance à partir de 1670 et surtout au milieu du XVIIIe siècle, le progrès prend de l'épaisseur, mais c'est surtout au XIXe siècle que le progrès sera vraiment la grande notion. Mais là, on fait attention à la tradition parce que les choses inscrites dans le temps, c'est elles qui ont de la stabilité. Et la sécurité juridique repose sur la stabilité. Ce n'est pas une œuvre d'innovation, il faut le dire, et Portalis, d'ailleurs, soutient clairement, dans le discours préliminaire, tout l'avantage qu'il y a à conserver le droit existant. Vous avez la phrase que je ne vais pas vous lire, mais qui est un peu longue, qui évoque cette idée
de Portalis à ce sujet. Il ajoute également, et ça c'est le plus important, les codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas. Donc, bien évidemment, il inscrit cela dans la tradition. Le conservatisme de Portalis est clairement affirmé lorsqu'il soutient qu'il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire. Les lois doivent ménager les habitudes quand ces habitudes ne sont pas des vices. Quatrième qualité de ce code civil, la philosophie générale. Elle est clairement assumée et transparaît dans les titres des livres ou des chapitres. Il s'agit tout simplement d'une philosophie individualiste où compte la situation juridique de chacun à l'égard des biens patrimoniaux. Le code civil s'intéresse à l'individu propriétaire. Cinquième qualité, une structure interne en principes généraux, associés ensuite à des exemples, des modalités de mise en application, sans exposé théorique, qui peuvent causer, bien évidemment, des problèmes d'interprétation. Sixième qualité, ce sont des orientations claires, que j'ai mis sur le slide. Portalis les résume dans le discours, dans son discours préliminaire: le mariage, le gouvernement des familles, l'état des enfants, les tutelles, la question du domicile, les droits des absents, les différentes natures de biens, les différents moyens d'acquérir, de conserver ou d'accroître sa fortune, les successions, les contrats sont les principaux objets du Code civil. Tout est là. Sans entrer dans les détails, il y a également les principes de 1789 qui sont consolidés: liberté, égalité, propriété, sécularisation, comme le notait le professeur Jean Golmet, le père de Yves Golmet, le collègue qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. La famille et la propriété sont donc les fondements de toute la société. La propriété est le droit fondamental sur lequel toutes les institutions sociales reposent. En somme, il y a une consolidation de l'ordre bourgeois avec des principes clairs, comme le respect de l'autorité dans toutes les sphères de la société régies par le Code, les rapports entre père et enfant, les rapports entre mari et femme, les rapports entre patron et employé. Il y a également un principe d'autonomie de la volonté qui va jouer énormément de rôle dans le droit des contrats. Et puis, bien évidemment, le principe général de la responsabilité pour faute personnelle, qui est consacré dans ce code, qui a suivi une longue histoire, qui est consacré là dans un article connu avec la nouvelle numérotation, qui est l'article aujourd'hui 1240. Il faut aussi évoquer une raison qui n'est pas du tout liée aux qualités intrinsèques, mais qui va, bien sûr, justifier l'application, c'est l'expansion de l'Empire. Il est probable que même si le code avait été mauvais dans sa structure et son contenu, l'empereur l'aurait tout de même, je pense, imposé au cours de ses conquêtes. Toujours est-il que ce code, qui est de grande qualité, va bien évidemment être mis en œuvre. Alors voyons justement les modes d'application de ce code, de ce modèle de codification. Deux modalités possibles: un modèle imposé, un modèle emprunté. Un modèle imposé, avec les conquêtes et la formation du Grand Empire, Napoléon impose son code civil. Il soutient d'ailleurs dans une lettre à son beau-fils, que vous avez un extrait ici, écrit à Eugène de Beauharnais en 1805, « Ce qui convient aux Français convient à tous, car il y a bien peu de différence entre un peuple et un autre. » On le sait, au sommet des conquêtes, le Grand Empire comptera 130 départements. On partait de 83 départements en 1790. Ainsi, dès 1804, le code est appliqué dans les territoires allemands de la rive gauche du Rhin, également dans la rive droite du Rhin. Et là, je ne vais pas faire la litanie et je ne vais pas, faire un inventaire à l'après-vert. C'est connu. La Belgique, le Luxembourg, l'Italie vont imposer le code civil. Ce développement est tout de même, en quelque sorte, justifié au-delà des conquêtes, ou facilité plutôt, par quelque chose de tout à fait commun à l'Europe. Ce sont les racines communes du droit romain. Le droit romain a été la matrice importante de beaucoup de droits dans l'Europe continentale, et donc c'est quelque chose qui pouvait se greffer assez rapidement. Et au-delà de cela, appliqué par la conquête, le code civil n'est pas anodin. C'est ce que remarque Jean Carboni, d'ailleurs, dans sa notice sur le code civil dans les lieux de mémoire. C'est, je cite, « abolir les droits féodaux, morceler les héritages, séculariser le mariage, légitimer le divorce ». C'est une révolution par le droit, d'une certaine manière, dans ces sociétés qui étaient relativement anciennes. Le Code Napoléon devient ainsi le nouveau droit commun de l'Europe, tel que le soutient Bigot de Préameneu dans un discours devant le corps législatif en 1807, lors de la nouvelle édition du Code civil. Donc, pratiquement la moitié de l'Europe y sera soumise.
Il impose une vision de la société, comme l'indique Thierry Lenz dans la notice sur les codifications napoléoniennes dans le dictionnaire Napoléon. Après la chute de l'empereur, le sort du Code civil, comme du reste de la codification napoléonienne, va varier. Mais il faut aussi compter avec les conquêtes coloniales qui vont permettre aussi l'application dans l'empire colonial français. Le Code civil est introduit avec bien des nuances, il faut le dire, bien des nuances, dans diverses parties de l'Afrique, parce que, bien évidemment, on va essayer de respecter les particularismes locaux. En marge de la conquête coloniale, il faut mentionner aussi les mandats que la France reçut au lendemain de la Grande Guerre, mais je passe, c'est des choses qui sont connues. Modèle imposé, modèle emprunté. Modèle emprunté, la fin de l'ère napoléonienne n'implique pas la disparition de la codification napoléonienne, et particulièrement du Code civil. Le Code civil, comme modèle emprunté, le devient ou le deviendra soit directement, par choix, soit indirectement. Alors en effet, du point de vue de l'application directe, certains États vont maintenir le code, faire le choix de maintenir le code. Et vous avez une petite liste en bas de l'écran. On va avoir des pays d'Europe de l'Est, d'Europe du Sud, le Japon, bien évidemment, en 1890, grâce à Boissonnade, mais aussi en Amérique du Sud, avec un modèle intéressant. Je reviens en arrière parce que vous vouliez faire le... Non, si vous voulez, n'hésitez pas. Avec un modèle intéressant qui va ensuite circuler, c'est en Amérique du Sud, par le biais du Chili. Le Chili va emprunter directement le code Napoléon en 1855, et à partir de ce code chilien, d'autres États vont indirectement l'utiliser. Vous avez quelques exemples sur l'écran, notamment la Colombie et l'Équateur, mais il y avait aussi d'autres États. Et ce sera la même chose aussi au Moyen-Orient. Mais là aussi, le temps m'est compté et je ne veux pas vous assommer davantage, et je vais avancer dans mon propos. Cet emprunt se fait soit par la lettre, soit par l'esprit, soit par le principe même de la codification, parce que c'était quelque chose de tout à fait remarquable et qui a suscité de l'intérêt. Alors un intérêt soit pour s'en démarquer, soit bien évidemment pour reprendre le modèle. Alors à côté de ce code imposé ou impointé, bien évidemment, à un moment donné, avec le fil du temps, avec les évolutions, avec des sociétés, avec un certain nombre de facteurs, bien évidemment, ce code va progressivement vieillir. Et donc, il faudra le réformer. Donc, le Code civil est un modèle à réformer. Là, deux moments clés. Le premier moment, c'est lors du centenaire. Lors du centenaire du Code civil, en 1904, il va y avoir tout un mouvement autour de l'idée de révision. Et puis ensuite, après 1945. Alors, 1904, un moment important, qui va être un moment de bascule d'une certaine manière, parce qu'il y a eu tout le 19e siècle, avec le machinisme, avec la question sociale, avec une nouvelle philosophie du droit, le solidarisme, vous l'avez peut-être entendu parler du solidarisme sous la plume de Léon Bourgeois. Tout ça percole dans le droit à travers des grands juristes, Raymond Saleil, Henri Capitan, et le centenaire du Code va être l'occasion d'un volume qui va consacrer un titre, la question de la révision du Code. Avec des dissensions d'ailleurs, s'il y a un consensus sur le principe de la révision, on n'est pas d'accord sur la manière de procéder. Alors, je dois vous dire que c'est un peu décevant pour ces juristes qui font un colloque autour de ce centenaire. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi ? Deux problèmes. D'abord, on est en 1904. On est dans la question de la séparation de l'Église et de l'État. Ça se ferraille, ça discute. C'est un peu compliqué. Et deuxième événement que chacun connaît, bien évidemment, l'affaire des fiches. Là, alors, si vous voulez, le centenaire du Code civil, ça intéresse un petit groupe et un petit peu dans la presse. Ça passe dans la presse, mais bon, c'est pas vraiment l'engouement que l'on pourrait attendre. Alors, au moment du centenaire, il va y avoir effectivement des discussions sur la conception de la révision. Comment concevoir cette révision ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Jusqu'où faut-il aller ? Donc il y a un certain nombre d'idées qui sont présentées. Alors, l'idée de la révision, pour juste vous donner, elle n'est pas nouvelle. Dès 1837, un académicien du nom de Rossi dit, voilà, il faut se lancer dans une révision du Code pour essayer de le mettre en connexion avec les évolutions économiques.
Et puis, c'est repris par d'autres auteurs qui vont justement mettre en avant cet aspect économique, et d'autres qui vont mettre en avant l'aspect social, puisqu'il y a la question sociale. Je pense notamment à Ambroise Collin, secrétaire de la Société d'études législatives, qui va être à l'initiative du centenaire, c'est pour ça que j'en parle, et qui va évoquer le contrat d'assurance, le contrat de travail, toutes ces questions plus sociales qu'il faudrait mettre en œuvre. Alors, cette révision, elle révèle effectivement des divergences. D'abord, on fait une confusion entre refonte et révision. C'est pas la même chose, hein. La refonte suppose une transformation du plan du code, de la numérotation des articles, de son contenu juridique. La révision, c'est un toilettage. Autre question en débat, sur l'étendue de la révision. Est-ce qu'on fait une révision d'ensemble ou est-ce qu'on fait une révision partielle? Sur également la nature. Est-ce qu'il faut que ce soit une révision technique pour résoudre les défauts identifiés, il y a un certain nombre de défauts qui ont été mis en avant, ou est-ce qu'il faut une révision avec des considérations politiques et sociales pour, par exemple, modifier le droit de la famille, ça a bougé, ou bien intégrer le droit ouvrier. De même, sur la procédure de révision, est-ce que ça doit se faire par la loi? Est-ce que ça doit se faire par la jurisprudence? Alors, le 3 décembre 1904, comme vous pouvez le voir sur l'écran, un arrêté du garde des Sceaux, Ernest Vallée, va nommer une commission extra-parlementaire et non de révision, qui a pour mission, vous avez l'intitulé, de rechercher dans les législations civiles étrangères et dans les travaux parlementaires de notre pays les solutions juridiques qui, ayant réalisé un progrès, pourraient aujourd'hui prendre une place légitime dans le Code civil de la France. La première réunion de cette commission se tient le 22 décembre 1904 au ministère. Elle est composée de 61 membres avec voix délibérative et de 26 membres sans voix délibérative. J'appelle ça, moi, une armée mexicaine. Parce que, bien évidemment, la commission va être divisée en 6 sous-commissions. Vous voyez déjà ce qui pointe du doigt, ce qui va arriver. Et c'est-à-dire que tout va s'enliser. Alors, il ne s'agit pas de jeter les bases d'un nouveau code. Le vieux code avait son importance. Il s'agit de le mettre en harmonie avec notre contrat social, avec l'état social actuel. Et donc, on va réfléchir à cette affaire. Mais je vous l'ai laissé entendre, ça va être un échec. Ça va être un échec. Pourquoi? Des raisons juridiques. Tout d'abord, le monde juridique est conservateur, en fait. Le monde juridique est conservateur, et en dépit de grands juristes prenant la révision, que j'évoquais par exemple tout à l'heure, Raymond Saleil, Léon Duguy, François Génie ou Henri Capitan, il y a une inertie du monde juridique par rapport à cette révision. Des raisons idéologiques. Le courant libéral s'offusque de l'interventionnisme des juristes, alors que la liberté a suscité des bienfaits via l'industrie et le commerce. Et puis, des raisons politiques. L'instabilité ministérielle fragilise, bien évidemment, la continuité du travail de la révision. Et en fait, on ne sait même pas comment ça va se terminer. C'est-à-dire que la commission se délite et puis on passe à autre chose. Alors, avant d'arriver à 1945, il y a 2 tentatives quand même qui vont être engagées. La première, c'est en 1926. Il y a un code franco-italien des obligations qui est une base de travail pour un code civil un peu revisité. Et puis en 1939, le code de la famille et de la natalité française, qui sera repris par Vichy avec la question familiale et l'incarnation d'une philosophie sociale particulière sous Vichy, organiciste, corporatiste, anti-républicaine, anti-révolutionnaire, comme chacun sait. Alors, fort de tout cela, il faut attendre 1945. Et je vais aller très très vite parce que je pense que j'ai déjà dépassé, mais je ne peux pas acheter des secondes et des minutes comme Romain. Mais bon, je vais avancer plus rapidement parce qu'il y a tout de même une révision qui est engagée après 1945, parce que bien évidemment, il y a une nécessité de refonder la société sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Le contexte juridique le suggère. Pourquoi? Il y a eu des atteintes en droit de la propriété toujours plus limitées. Le frein à l'autonomie de la volonté avec l'essor du contrat d'adhésion, les évolutions de la responsabilité civile avec l'émergence du principe général du fait des choses qui a rebattu les cartes, avec un certain nombre de notions techniques qui ont fait leur apparition. Alors celui qui est nommé, c'est un personnage intéressant, un professeur de l'Université de Paris, Léon Julliot de la Morandière, qui présente un avant-projet le 20 décembre 1953 et qui constate la nécessité de réviser le Code civil. Il le dit très simplement, il faut rendre au Code sa vraie fonction, qui est de contenir dans sa loi la réalité du droit. Appliquer le Code une photographie de la réalité du droit. Donc, il va lancer un certain nombre d'éléments et d'idées, et puis la méthode va être un petit peu différente, beaucoup plus, efficace. On choisit
simplement des spécialistes du droit. Pas d'armée mexicaine, on resserre l'équipe pour travailler rapidement. Vous avez le nom de... un certain nombre de ces personnages. Alors, je ne voulais pas vous les citer, mais il y a des noms qui sont quand même assez connus. Les Lioncan est une grande famille de juristes, les Mazot également. Vous reconnaissez, Monsieur le Prince, un certain nombre de juristes que vous avez peut-être, en tout cas lu, peut-être eu comme, en tant qu'étudiant sur leur fin de carrière. Donc ces personnages vont travailler. Beaucoup de nouveautés, mais pas de révolution. Il y a une modification du plan qui est envisagée, avec des grandes orientations, hein, je fais simple. Protection des faibles et des innocents, défense de l'ordre social, protection des enfants naturels, pour ne citer quelques exemples. Mais la tradition demeure, tout de même. La tradition demeure. Le mari reste le chef de la communauté. Il reste même administrateur des propres de sa femme. Et c'est vrai que même si la femme a connu une évolution, notamment en 1938, avec une forme d'émancipation, elle reste un peu, je dirais, sous la coupe du mari. L'échec de la réforme est là aussi patent, tout simplement pour des causes politiques, l'instabilité ministérielle, le manque de volonté politique et des dissensions idéologiques au sein du gouvernement qui vont là aussi conduire à l'échec. Un second avant-projet va être présenté en 1961 avec des changements importants qui seront portés du point de vue de la méthode et de la façon dont les choses vont fonctionner. Et puis, les choses vont de toute façon échouer. Et pour conclure, là, c'est davantage connu, un certain nombre de réformes vont être engagées au cours des années 60 sous l'égide de Jean Carbonnier, qui est le grand juriste de cette époque. 1963 sur les tutelles, 1965 sur les régimes matrimoniaux, 68 l'incapacité des majeurs, 70 l'autorité parentale, 72 sur la filiation, 75 le divorce, 2001 les successions. 2022, je ne l'ai pas mis là, mais c'est pas grave. 2022 sur les sûretés, 2016 sur les contrats, 2022 sur les sûretés, et on attend la réforme des contrats spéciaux et la responsabilité civile. Et comme le disait Yves Godnet dans son papier lorsqu'il m'a évoqué, le code civil de maintenant n'est plus du tout le même code civil. Il faut procéder à ce qu'on appelle une recodification, et ça devrait peut-être intervenir dans les années qui viennent. Je vous remercie pour votre attention.